BYD, c'est la marque chinoise qui fait trembler Tesla, et pourtant à la base c'était juste un fabricant de batteries. Aujourd'hui c'est un empire avec plus de 4 millions de véhicules électriques vendus chaque année. D'ailleurs BYD est devenu en 2024 le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Alors le secret, c'est une batterie ultra sûre, la Blade Battery, et une totale maîtrise de la prod. Et la marque est en train d'envahir le marché européen avec des prix ultra agressifs. Donc aujourd'hui c'est notre premier test d'une BYD, on va chercher la Sea Lion 7 et ça commence maintenant. Sea Lion 7, c'est donc le nouveau SUV 100% électrique du constructeur chinois BYD qui se positionne sur le segment des SUV familiaux haut de gamme face à des modèles comme la Tesla Model Y ou le Hyundai Ioniq 5. Alors le design est fluide, il est assez moderne avec une signature lumineuse très élégante et puis une silhouette que BYD appelle fastback qui améliore l'aérodynamique. À l'intérieur, place à la techno, il y a un grand écran central rotatif de 15,6 pouces, un affichage tête haute, une connectivité complète et puis des finitions qui sont très soignées avec des sièges chauffants et ventilés. Sous le capot, on retrouve la fameuse Blade Battery de BYD, jusqu'à 91 kWh de capacité pour la version Excellence et plus de 500 km d'autonomie annoncée, le tout avec des versions propulsion ou 4 roues motrices. En gros, la Sea Lion 7 mise sur un confort haut de gamme, une autonomie solide et un équipement très complet parce que BYD veut bousculer les références du marché électrique. Bon, alors, c'est un véhicule que je connaissais pas du tout et que j'ai eu la chance de tester pendant plusieurs jours, donc là j'ai plein de choses à vous dire. Je vais commencer par le design. Alors le problème c'est que la Sea Lion 7, elle ressemble à rien en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'identité propre. Elle ressemble un petit peu à une Peugeot 5008, 3008 dernière génération à l'arrière. À l'avant, elle ressemble un petit peu à une Porsche. Alors ça c'est cool, hein. Elle a un avant qui est très plongeant, c'est assez joli. J'aime beaucoup en fait la voiture, elle a un bel aspect quand on la voit sur le parking. Mais elle n'a pas d'identité propre quoi. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire un design un peu no-name. Voilà, ça s'inspire de plein de marques, mais elle n'a pas une identité qui se remarque tout de suite. Ce qui est sympa dans la voiture, c'est cette espèce d'affichage lumineux qu'on peut personnaliser, mais je trouve que y a un moment où on peut choisir un affichage dynamique où ça change de couleur. Je trouve que c'est hyper perturbant parce qu'on a l'impression qu'il y a un danger quand ça change de couleur, que ça passe au rouge, on se dit mince, j'ai fait quelque chose de pas bien. Alors un autre truc sur lequel j'ai trouvé que BYD n'était pas très original, c'est dans les phares arrière, je retrouve un truc que je connais déjà sur une autre marque de voiture, c'est Cupra. À l'intérieur des phares, donc il y a marqué BYD Tech, donc c'est un truc qu'on retrouve exactement de la même manière sur les Cupra. Il y a un truc aussi qu'on remarque quand on rentre dans cette voiture, c'est qu'il y a des boutons partout. Alors moi j'adore ça parce que je suis habitué à ça sur ma Kia, versus sur une Tesla où il y a deux boutons, un pour les warnings, un pour ouvrir le coffre. Là il y a des boutons partout. Alors c'est marrant parce que les commodos, les boutons, le levier de drive, rear, donc marche arrière ou marche avant, ou neutral, c'est hyper inspiré des berlines allemandes. Ça ressemble beaucoup à des Audi. Alors, il y a un truc qui est pas mal sur cette BYD Sea Lion 7, c'est qu'il y a trois écrans. Donc il y a l'écran principal, la tablette là, il y a l'écran derrière le volant et puis il y a l'affichage tête haute. On peut passer des heures à personnaliser l'affichage sur les écrans, mais je trouve qu'il y a trop d'infos en fait sur ces écrans. C'est-à-dire qu'on peut décider par exemple d'afficher la navigation à la fois sur l'écran principal, sur l'écran derrière le volant et sur le head-up display. Donc si on fait ça, on a les mêmes données sur les trois écrans. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Bon, par contre on a des informations qui sont utiles sur l'écran qui est derrière le volant. Par exemple le nombre de kilowatts qu'on gagne ou qu'on perd quand on accélère ou quand on décélère. On peut aussi avoir la pression des pneus, la température des pneus. Si vous aimez avoir plein d'infos, plein de data, vous en avez plein sur l'écran qui est derrière le volant, mais on n'est pas censé les regarder, on est censé regarder la route. Le fait qu'il y ait autant d'informations sur l'écran qui est derrière le volant, je trouve ça un peu perturbant. Mais il y a quand même un truc sur lequel je voudrais revenir parce qu'on s'en aperçoit dès qu'on commence à conduire, c'est la surveillance. On est surveillé par des caméras partout. Alors en fait, juste à gauche du volant, ici là, il y a une petite caméra qui me regarde en permanence. Et si je regarde pas la route, elle me prévient en me disant qu'il faut être attentif à ce qui se passe sur la route. Là, elle vient de le faire par exemple. Et c'est problématique parce que on peut pas garder complètement les yeux en face parce que quand je regarde à droite, si la personne qui est sur la route à droite va avancer parce qu'il y a une priorité à droite, je suis obligé de regarder à droite. Et la caméra me regarde, elle voit que je regarde pas la route, elle me dit en permanence concentrez-vous sur la conduite. Et c'est pareil, par exemple quand je regarde sur mes rétros, elle me dit concentrez-vous sur la conduite. Quand je regarde mon écran central, elle me dit concentrez-vous sur la conduite. Et le problème, c'est que on peut le désactiver, mais de manière légale, ça doit être sur la voiture. Et à chaque fois que je le désactive, si je redémarre la voiture après m'être arrêté, ça revient au réglage d'origine qui est de dire concentrez-vous sur la conduite. Et c'est chiant, voilà. Et ça, c'est la même chose sur plein de trucs sur cette voiture. Il y a des trucs qu'on peut désactiver. Par exemple, tous les petits bruits qu'il y a quand tu te concentres pas sur la conduite, même si tu le désactives, parce que tu peux le désactiver, au prochain redémarrage, ça sera à nouveau actif. C'est un peu pénible, voilà. Et on a aussi des informations sur l'affichage tête haute, donc le head-up display. Ça, c'est génial parce que quand on regarde la vitesse, quand on fait gaffe à la vitesse limite par rapport à la route sur laquelle on se trouve, on sait tout de suite si on est à la bonne vitesse ou pas. Et quand on utilise le navigateur de la voiture, on a aussi les directions à prendre sur l'affichage tête haute.
Donc ça veut dire que en regardant la route, on aura plus ce message de concentrez-vous sur la conduite. Si j'appuie sur le bouton qui est ici, ça bascule en mode vertical et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup plus de choses en mode vertical qu'en mode horizontal. Là, on se retrouve un petit peu sur l'interface qu'on a sur un smartphone. Pour la navigation, c'est utile, mais c'est le seul intérêt que j'ai trouvé à l'écran qui bascule comme ça en vertical. En revanche, quand on est sur Apple CarPlay, ça marche pas. Ça ne marche que avec la navigation de la voiture ou toutes les applications de la voiture. Le parasol est ouvert. Ils appellent ça un parasol, c'est bizarre. Il y a des traductions qui sont vraiment approximatives sur cette voiture. C'est magnifique. Mais par contre, si tu as le soleil qui arrive d'ici, bah, ça te gêne la vue de l'écran et aussi de l'écran qui est derrière le volant, quoi. Et tu fermes du coup. Par contre, c'est juste à côté du bouton d'urgence et hop, t'as un petit truc comme ça, comme si tu étais sur ton téléphone pour régler les niveaux rapides du son. Je vais lancer la purification d'air. Je crois qu'on fait comme ça. Purification, voilà. Et là, on a l'air qui est purifié. Alors, un truc intéressant, ici, on a deux emplacements pour poser son smartphone. Si je mets mon téléphone sur la partie gauche, là, il est en charge, hein, c'est marqué. Et un autre truc qu'on a découvert, c'est que juste en bas de la zone de charge, il y a une petite grille pour ventiler, et on l'entend un petit peu, le smartphone. Comme ça, si le smartphone est chaud, et même s'il chauffe pendant qu'il se charge, eh ben, il va être refroidi par le dessous. Il y a un deuxième emplacement pour mettre un smartphone, sauf que là, eh ben, ça charge pas du tout. Tiens, d'ailleurs, il y a Apple CarPlay qui est sans fil. C'est-à-dire que même quand je rentre dans ma voiture et que je pose mon téléphone ici, là, ou que je le garde dans la poche, on a Apple CarPlay qui est connecté. D'ailleurs, la charge sans fil est plutôt rapide parce qu'ils disent maximum 50 watts, donc ça permet de charger son smartphone très rapidement. Au niveau des chiffres, je vais vous marquer le chiffre exact, mais c'est environ 500 litres pour le coffre arrière. Et puis à l'avant, alors il y en a un, mais au début on pensait qu'il n'y en avait pas parce qu'on n'arrivait pas à trouver le bouton. Il y a un trunk, donc un coffre avant de 58 litres qui permet de ranger ses courses ou ses câbles. C'est plus pratique même pour les câbles. En revanche, pour l'ouvrir, on a vraiment galéré quoi, parce qu'on n'a pas trouvé le bouton. Le bouton, il est vraiment dessous. Il faut vraiment se mettre à quatre pattes pour l'ouvrir. Il faut pas oublier bien sûr de tenir le capot sur les deux côtés quand on veut le refermer pour pas abîmer le capot. Ça, c'est une amie qui m'a dit ça. On lui avait dit ça pour Tesla et c'est pareil sur celle-là. Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc intéressant. Ce sont les sièges, les réglages des sièges. Sur le siège conducteur, on a des boutons qui permettent de faire un réglage électronique. On peut mémoriser jusqu'à 2 positions de conducteur. En revanche, sur le siège passager, on a aussi les réglages électroniques, mais on peut pas les mémoriser. Ventilation des sièges, ça on peut le faire à l'avant, mais pas à l'arrière. Chauffage de siège, là on peut faire les 4. Et on peut aussi faire chauffer le volant. Et sur les sièges, tu as 3 niveaux de chauffe et tu as 2 niveaux de ventilation. Alors, un truc que j'ai trouvé intéressant en revanche sur cette voiture, c'est les pneus. C'est une voiture chinoise, BYD est chinois, donc on aurait pu s'attendre à des pneus Hankook, qui est une marque chinoise. En revanche, ce sont des pneus Michelin, puis avec des beaux étriers de frein aussi à l'intérieur. D'ailleurs, le freinage est un petit peu percutant. Hein. Quand on commence à tester la voiture, on n'est pas forcément habitué à ça et ça freine très très bien. Bon, là, j'ai la voiture qui me dit qu'il faut que j'aille me charger. Je vais y aller hein, parce que j'ai plus que 10% de batterie et on a une borne de charge qui est dans à peu près 10 km. Alors, je me mets en marche avant parce que je me suis mal inséré dans ma place. Alors là, on voit que j'ai des lignes jaunes vers l'avant de la voiture qui me servent à repérer la direction par rapport à la manière dont je tourne le volant. Et quand je me mets en marche arrière, et les lignes jaunes sont matérialisées vers l'arrière. Je trouve ça top. Et avec la vue du dessus sur la partie gauche de l'écran, en fait, on a une super vue globale qui permet de se garer sans avoir besoin de regarder à l'extérieur de la voiture. Je trouve cette assistance visuelle parfaite. Franchement, j'adore ça. Là, je suis sur une borne Ionity et je suis sur une charge qui est ultra rapide. Donc là, on voit qu'on est à 196 kWh et tout à l'heure, elle était à 228 kWh. C'est beaucoup plus rapide que la borne NG, je crois, où j'étais à 120, ce qui était déjà pas mal. Mais là, on est à plus de 200 kWh et c'est ultra rapide. Et ça, c'est cool. Là, le coût de l'énergie est à 0,60 € du kilowattheure. Donc c'est à mi-chemin entre Ionity qui était moins cher et Total Energy qui était plus cher. Alors le truc bien, c'est que ça va assez vite. Là, on est à 127 kW et ça va encore monter. Mais le truc pas bien, c'est que là, il y a un petit sticker, s'il y a marqué. Si vous voulez un reçu carte bleue, veuillez nous écrire à une adresse email en précisant la date, la station de charge et le montant exact en TTC. On est en 2025 ou quoi là? Avia, vous êtes pas au top pour ça. J'ai pas trouvé de borne 800 volts sur mon trajet. En revanche, seul problème, c'est quand tu charges sur l'autoroute, plus ça va, plus c'est cher. Là, ça a encore augmenté. J'étais sur des bornes à 0,69 centimes du kilowattheure, alors que l'été dernier, c'était à 0,49. Donc ça a pris 20 centimes du kilowattheure depuis l'an dernier. Ça, c'est dommage, mais bon, on n'y peut rien. En revanche, c'est vrai que si tu fais un trajet sur la route pendant les vacances, c'est peut-être le seul moment où tu vas payer aussi cher parce que tu vas charger sur l'autoroute. Mais si tu as la possibilité, charge-toi chez toi, sur un parking, en ville, sur des bornes à 7 kW ou 11 kW, ça revient beaucoup moins cher, même si c'est beaucoup plus lent pour se charger, mais tu peux charger ta voiture pendant la nuit. Le seul moment où tu vas vraiment payer cher l'électricité, c'est sur l'autoroute. Mais au quotidien, moi perso, je me charge jamais sur l'autoroute. Alors il y a plein de trucs bien, mais il y a des trucs qui sont pénibles et malheureusement, on retient beaucoup plus les trucs pénibles. C'est le régulateur auto-adaptatif. Alors là, il faut en parler parce que c'est un vrai problème aussi. Il y a plein de termes en fait un petit peu techniques qui sont pas hyper intuitifs. Par exemple, quand on met le régulateur, on appuie sur ce bouton là, hop. Le régulateur de vitesse adaptatif, ACC,
activé. Ok, donc le régulateur auto-adaptatif ACC activé. Le régulateur de vitesse intelligent, ICC, désactivé. Voilà, on comprend rien à ce que ça veut dire. Vitesse adaptatif, ACC, désactivé. Et il me dit en même temps, concentrez-vous sur la conduite. C'est compliqué parce que c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout intuitif. En plus, c'est marqué sur l'écran, la personne te le dit et tu sais pas ce que ça veut dire. On aimerait avoir des messages un peu plus clairs, donc on se dit peut-être que ça a été traduit comme ça, mais c'est pas du tout intuitif. On sait pas ce que ça veut dire. Sur ma voiture, quand j'active le régulateur et quand je le désactive, j'ai pas une voix qui me le dit, quoi. J'ai juste un picto qui me le dit. D'ailleurs, le picto, c'est aussi un autre problème en fait sur la voiture. Il y a plein de pictos. Il y a marqué I, il y a marqué A, il y a marqué OK. Beaucoup d'informations inscrites sur le tableau de bord qui est derrière le volant, mais ça fait quand même beaucoup d'informations entre les infos qui sont sur l'écran central et puis sur l'écran qui est derrière le volant. Et puis il y a des trucs qui veulent dire sans doute quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, LKC, je crois que c'est le maintien de la trajectoire. En fait, il y a des acronymes, on sait pas du tout ce que ça veut dire. Voilà en gros pour ces trucs un petit peu relous, quoi. Un truc que j'ai remarqué quand j'ai utilisé la navigation interne de la voiture, c'est qu'en fait la voie elle est en retard par rapport à ce qui se passe sur la route. À un moment, elle me dit prenez la deuxième sortie au rond-point, alors que j'étais déjà sorti du rond-point depuis environ 15 secondes, quoi. Donc ça, c'est bizarre. Et puis il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai voulu utiliser la navigation interne de la voiture et l'adresse que je lui ai indiquée pour ma résidence de vacances, elle l'a pas trouvée. Elle a même pas trouvé la rue où j'allais, alors que c'était une grande rue avec plein de maisons. Je trouve ça un petit peu bizarre. Alors peut-être que j'avais pas de réseau à ce moment-là, mais je trouve pas ça logique du tout parce que j'ai refait la recherche après et c'était pareil. Peut-être que la carte est pas à jour, peut-être qu'elle est pas assez précise. En tout cas, j'ai pas trouvé toutes les rues que je lui demandais de m'indiquer avec le GPS. C'est très bizarre. Il n'y a pas d'effet waouh sur cette voiture et ça c'est assez dommage. Là, la version qu'on teste, c'est la version Excellence, donc la haut de gamme de la Sea Lion 7. Elle fait 56 000 €. C'est cher effectivement, mais c'est pas ultra cher pour un SUV électrique qui a une belle autonomie. Bon, et voilà, fin du test de une semaine avec la BYD Sea Lion 7. Alors une semaine, c'est bien parce que ça permet d'avoir un vrai retour d'expérience dans la vraie vie. C'est pas que lire une fiche technique. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de technique dans cette vidéo, qui était vraiment filmée en mode vlog. On a utilisé cette voiture pour faire plus de 1200 km dans toute la France. C'était assez chouette. On a vu les bons côtés, mais les moins bons côtés de cette voiture qui est quand même assez intéressante et qui n'est pas sans défaut. Et c'est pour ça qu'on vous a tout raconté dans cette vidéo. Maintenant, je vais devoir aller la ramener chez BYD et récupérer ma voiture perso, qui est bien aussi, mais celle-là, elle est quand même assez géniale. Je vous rappelle, ça c'est la version la plus haut de gamme qui coûte 56 000 € avec une batterie de 90 kWh. Mais il y a aussi deux autres modèles qui sont moins chers. Donc je vous mettrai un lien pour aller voir tous les modèles de BYD en description de la vidéo. Merci BYD pour le prêt de cette voiture pendant une semaine et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez, maintenant je vais ramener la voiture.